La thématique du droit et de l'innovation qui nous occupe est particulièrement riche, avec des ramifications assez innombrables, qui font que le juriste, pour n'être pas totalement candide quand il aborde un secteur de l'innovation, scientifique ou technologique, eh bien, le juriste doit se spécialiser. Et il doit réduire, si je puis dire, son champ de veille scientifique, son champ de veille technologique. Il doit le réduire à une branche, voire une sous-branche en particulier. Alors, pour ma part, ma réflexion, mes recherches juridiques, depuis quelques années, l'évitent à des altitudes au minimum de 100-110 km d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, et s'attache donc aux activités qui se déroulent dans ces altitudes entre les 100-110 km et l'infini et au-delà, pour reprendre Buzz l'éclair. Alors cette lévitation, cependant, n'est pas une lévitation transcendantale. En effet, même lorsque nous sommes bien loin au-dessus des nuages, loin au-dessus des objets aériens, il s'avère que les préoccupations politiques, les préoccupations juridiques, sont des préoccupations qui demeurent très terre à terre. Propriété, alors on a parlé de propriété intellectuelle ce matin, mais propriété tout court des objets, responsabilité, des négociations financières, les problèmes d'assurance qui se posent, d'équilibre diplomatique aussi. Bref, tous ces intérêts bien compris, eh bien, tous ces intérêts, tous ces problèmes, par la force de leur gravité, ramènent nécessairement le juriste spatialiste, et les juristes spatialistes dont je fais partie, nous ramènent sur le plancher des vaches, et donc nous revenons sur Terre très, très souvent. Alors, quoi qu'il en soit, et que ce soit l'innovation terrestre, l'innovation maritime, ou spatiale, ou aérienne, ou autre, fluviale, lacustre, pourquoi pas, parce que là aussi il y a un grand nombre d'innovations. Cette innovation scientifique et technologique entretient avec le droit, et on l'a entendu ce matin avec Stéphanie Lacour, entretient avec le droit une relation intime et complexe. Intime, je me rappelle la réflexion du doyen Colliard qui nous disait que ce sont les ingénieurs avec leurs découvertes qui font les progrès du droit. Je pense qu'il est dommage que Mme Paillard n'est plus là, mais je pense qu'elle aurait apprécié en effet cette affirmation du doyen Colliard, puisque, et avec raison d'ailleurs, elle nous a fait l'éloge des ingénieurs français. Donc, des rapports intimes, des rapports corrélés entre le droit et l'innovation, le droit et la science, le droit et les nouvelles technologies, mais précisément parce que ces rapports sont intimes, parce qu'ils sont imbriqués, intriqués, eh bien, cela n'est pas sans soulever, évidemment, la polémique, ce n'est pas sans soulever certains frottements névralgiques entre ces deux domaines. Et ce qui fait que cela amène à deux grands types d'approches en général, et là encore, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit ce matin, deux grands types d'approches. Une première approche avec aussi bien des juristes que des scientifiques qui voient dans le droit un outil de contrainte, faisant obstacle à l'innovation, faisant obstacle à la recherche, au changement, parce que le droit serait une sorte d'outil de maintien de l'ordre établi. Et les interventions ce matin de Mme Paillard et de M. Saunier allaient un petit peu dans ce sens. On sentait qu'il y avait une certaine frustration à un moment donné par rapport à ce poids, cette inertie du droit qui empêche. Alors, on a parlé des OGM, des cellules souches. On aurait pu rajouter le problème du gaz de schiste, effectivement, aussi, qui s'échappe, dont les compétences nous échappent après avoir été les premiers dans ces secteurs. Donc, il est vrai, parfois, le droit, c'est vrai, c'est un outil de contrainte, mais aussi, ça peut être un outil capable de soutenir, capable d'encourager l'innovation, et je crois d'ailleurs que, justement, ces rencontres d'aujourd'hui et de demain sont là pour le prouver.
le droit peut être autre chose, en effet, qu'un outil de contrainte. Il peut être capable, même parfois, avec une certaine maladresse, il est vrai, il peut être capable d'anticiper sur certaines innovations. Alors, certains vont me dire, oui, il le fait, mais avec des résultats médiocres. C'est vrai que lorsqu'on regarde, par exemple, la loi Hadopi, on ne peut pas dire que cette anticipation a été une anticipation réussie. Mais néanmoins, il y a tout de même cet effort. Il peut réaliser en tout cas une incitation à l'innovation et à la recherche en créant des institutions. On a évoqué aussi ces institutions ce matin, des institutions qui favorisent la recherche, le CNRS, l'ANR, toutes sortes d'institutions, et le droit est capable en effet de les faire émerger. Donc c'est dans ce contexte évidemment d'un couple un petit peu houleux, le droit et la science, le droit et la technologie, mais inséparables. C'est dans ce contexte que le 10 janvier dernier, il y a une société, et c'est là où je veux en venir, qui s'appelle Virgin Galactic, qui a réussi son 3e vol d'essai et que son représentant affirme qu'un premier vol commercial aura lieu avant l'été. Bon, il l'avait déjà dit, remarquez, mais enfin, là, on peut espérer que ça sera le cas. Et donc, les questions juridiques qui sont soulevées dans ce cadre-là, et par cette nouvelle activité, que d'aucuns appellent le tourisme spatial, avec peut-être quand même une certaine facilité de langage, j'y reviendrai, ce nouveau type d'objet, ce nouveau type d'activité doit être appréhendé sur un plan juridique de la manière la plus ouverte possible. Ni en tant que frein, car ce serait effectivement dramatique, M. Saunier l'a bien dit, il est fort dommage de voir partir des compétences, donc ni sur un plan de contrainte, mais en même temps en étant attentif à réguler ces nouvelles activités, en tout cas à les sécuriser sur un plan évidemment juridique. Alors, ces questions-là vont se poser dans une matière en particulier qui s'appelle le droit spatial, qui est un droit émergent, mais d'ailleurs depuis assez longtemps, qui émerge depuis longtemps, on va dire depuis les années 60, mais qui est un droit qui ne cesse, alors là, il est presque aussi innovant que les innovations scientifiques elles-mêmes, puisque c'est un droit qui est sans arrêt évolutif et qui ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure, justement, des évolutions technologiques. Et on parlait ce matin, M. Dubos nous disait les juristes font le droit et il ne faut pas abandonner cet aspect prescriptif. Là, ce qui est assez notable dans ce secteur juridique et dans ce secteur d'innovation, c'est que le droit, justement, est fait en grande partie par les juristes. Alors qu'en règle générale, ce n'est pas vrai. Pour ma part, je considère que le droit n'est pas fait par les juristes, il est fait par les législateurs, par l'homme politique. Et ensuite, il peut être interprété par des juristes. Mais la création du droit n'est pas le fait des juristes. En revanche, elle est le fait des juristes lorsqu'on est dans une absence de droit, si je puis dire, de droit officiel, de droit réglementaire, de droit étatique. Et il est vrai que dans ce secteur spatial, il y a un vide, il y a des vides, il y a des lacunes, puisque nous n'avons que quelques grands traités spatiaux, quelques lois, mais assez rares. Et donc, là, les juristes d'entreprise, et je crois que demain, vous reparlerez, vous allez revoir cela avec la question du droit dans les entreprises, là, les juristes d'entreprise, couramment, quotidiennement, sont obligés de trouver des solutions juridiques. Et donc, ils inventent des contrats, ils créent des clauses tout à fait originales, il crée le droit véritablement dans ces nouveaux secteurs, avec un cadre réglementaire assez large, il faut bien le dire, et donc assez peu contraignant. Donc c'est assez, je trouve que c'est un moyen de fabriquer le droit qui est intéressant. Et il ne faut pas se plaindre de ce fait qu'il y a, comme certains pourraient le regretter, qu'il y a des lacunes du droit. Non, parce que ces lacunes du droit, qu'on peut dire du droit réglementaire, eh bien, permettent justement des nouveautés juridiques avec d'autres sources juridiques et qui sont extrêmement pragmatiques. Alors, vous avez, par exemple,
les entreprises ont inventé des clauses tout à fait spécifiques au secteur spatial, qui sont les clauses du cross waiver of liability, donc de la, excusez-moi, je suis en train de chercher la renonciation à recours, la renonciation mutuelle à recours, qui est absolument particulier au secteur spatial. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir aux avocats, parce que dans ce cas-là, évidemment, cela veut dire que les parties à un contrat s'engagent à ne pas se poursuivre, et donc, quel que soit ce qui peut se passer, il n'y aura pas de poursuite. On peut toujours, évidemment, après creuser dans les contrats pour trouver d'autres éléments susceptibles de soulever des contentieux. Mais néanmoins, ces clauses, jusqu'à présent, ont extrêmement bien fonctionné. C'est une des grandes bases de ce secteur, qui est le secteur spatial, qui est un secteur extrêmement innovant sur un plan technologique, mais qui est aussi un secteur, il faut bien le dire, extrêmement à risque. L'aléa technologique en matière spatiale est prégnant. Il est dominant, cet aléa technologique. Et par conséquent, au vu de ce risque, eh bien, voilà, les juristes ont imaginé ce type de solution contractuelle avec des renonciations à recours, ou alors avec des clauses du type clause de best efforts, des clauses de meilleurs efforts, qui sont, là encore, un outil contractuel extrêmement utile et qui cherche à éviter le plus possible le contentieux. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que parallèlement donc à l'innovation spatiale, on voit que sur le plan du droit, ce qui a été le souci, c'est précisément d'éviter le contentieux. Donc on est dans une démarche qui est tout à fait originale dans ce secteur spatial, c'est le souci, surtout évitons le contentieux. Serrons-nous les coudes, nous sommes dans un secteur qui est à risque, donc il faut se serrer les coudes, tant pis, eh bien, le contractant un tel a fait une petite erreur, eh bien, tant pis. Nous allons tous prendre sur nous et accepter cela, parce qu'on est de toute façon dans une activité à risque. Donc cette espèce de solidarité contractuelle, solidarité technologique, solidarité scientifique, qui se traduit par cette solidarité contractuelle, est tout à fait innovante et intéressante par rapport évidemment à d'autres aspects du secteur, des autres secteurs de la technologie, de la haute technologie, de la technologie sensible. Ça fait déjà un quart d'heure. Alors, donc... On ne voit pas le temps passer. Excusez-moi, oui, je suis une grande bavarde. Et donc, un dernier mot pour conclure sur les innovations qui s'annoncent. Alors, le tourisme spatial, effectivement, avec des objets tout à fait à part, qui sont des avions fusées, qui sont des petits modules transportés sur d'autres avions, dans lequel on va voir, et M. Grard parlera peut-être des objets aériens, dans lequel on voit deux avions en réaction qui ont été liés par une planche, enfin une sorte d'aile centrale. Donc toutes sortes d'objets extrêmement étonnants sont en train d'émerger, ne serait-ce que effectivement pour des activités qui sont très proches de la Terre. C'est-à-dire, là, on est à rien, on est à 10 km, 15 km d'altitude, 20 km d'altitude pour les vols suborbitaux. Mais il y a aussi évidemment des choses tout aussi imaginatives qui vont arriver. On parle d'hôtels dans les orbites, sur le fondement un peu de ce que nous avons avec les stations orbitales. Donc il y a déjà des études, hein, je ne citerai pas les noms, mais bon, la chaîne Hilton par exemple, a ce type de projet de développer des hôtels dans les orbites. L'observation astronomique, vous l'avez vu, a permis évidemment de faire des grands progrès dans la découverte des exoplanètes. Et puis il y a des sociétés comme la société Mars One qui a fait grand bruit, je pense que vous l'avez tous vu passer dans la presse, en proposant un voyage aller, un ticket d'aller sur Mars, mais ticket sans retour pour une vingtaine de personnes. Et sachez qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui ont posé candidature, hein, pour ce ticket aller sur la planète Mars, un ticket sans retour, et donc une vie avec une colonisation de la planète Mars. Donc là, beaucoup d'innovations à venir et aussi évidemment un grand besoin de droit, parce que lorsqu'on parle de planète, on va peut-être sortir du droit terrestre, il faudra alors inventer un droit planétaire. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions. Bien, merci. Alors, la nature a horreur du vide. Alors, je ne sais pas si l'espace, c'est un vide ou un plein. C'est voilà. plein de vide. C'est plein de vide. Et le droit a aussi horreur du vide. Et
vous avez fait un beau cours d'intérêt du droit des contrats appliqués à l'espace. Oui. Comment faire du neuf avec du vieux, ça c'est vraiment l'art des juristes. Je passe la parole sans aucun lien, bien évidemment, avec ce que je viens de dire à Loïc Gras, qui va peut-être redescendre de quelques kilomètres, mais qui va quand même rester loin du sol, pas trop quand même, Loïc. Bien, on ne va pas complètement redescendre sur Terre, tout en restant terre à terre, je rassure le président de séance. Alors, on va parler de droit aérien, après avoir évoqué le droit spatial. On va parler de droit aérien parce qu'il faut le dire d'emblée, un drone, qu'est-ce que c'est? C'est un avion sans pilote, c'est un aéronef au plan juridique. Donc, le drone relève du code des transports, jadis du code de l'aviation civile. Alors, le drone relève du code des transports. Une fois qu'on a dit ça, on a dit énormément et on a peut-être trop dit et on a peut-être éveillé ou réveillé les ambiguïtés du droit aérien. Et ce qui est intéressant dans l'objet qu'est le drone, c'est qu'il réveille le droit aérien, donc c'est innovant, et il réveille aussi un peu le droit spatial. Donc c'est 2 fois innovant. Donc on est dans le sujet. Il réveille le droit aérien parce que, comme je le dis à mes étudiants de 4e année, j'en vois certains parmi nous qui ont suivi mon cours de 4e année, qu'est-ce que le droit aérien? Je leur dis toujours, sans avion, il n'y a pas de droit aérien. Ben oui, c'est un droit fonctionnel. Et j'ajoute, sans transport aérien, il n'y a pas de droit aérien, parce que s'il n'y avait pas d'activité de transport, très honnêtement, qu'est-ce qu'on aurait à se mettre sous la dent pour faire du droit aérien? Pas grand-chose. Et c'est là qu'est l'ambiguïté, c'est que le droit aérien, c'est principalement le droit du transport aérien et, accessoirement, le droit du travail aérien. Parce qu'on oppose le travail aérien au transport aérien. Le travail aérien, c'est toute activité aérienne économique qui n'est pas du transport. Ça va des insecticides dans les Landes, à la chasse aux chenilles processionnaires, aux épandages, aux prises de photos aériennes, aux avions publicitaires que vous voyez sur les plages l'été. Tout ça, c'est du travail aérien. C'est une activité économique, mais tellement secondaire par rapport à l'activité de transport. Ce qui fait que, jadis, le code de l'aviation civile, aujourd'hui le code des transports, puisque depuis 4 ans, il faut parler de code des transports, eh bien, vous avez un ensemble de règles, un corpus juridique qui a été conçu autour de l'activité de transport et très peu autour de l'activité de travail aérien. Or, le drone, aujourd'hui, et les faits sont têtus, peut-être je serai démenti tout à l'heure, puisque c'est le sens même de ce genre de débat, de mon point de vue, humble juriste, l'activité de transport par le drone, en tout cas de transport de passagers, c'est pas à l'ordre du jour. Peut-être l'activité de marchandises ou de certaines marchandises, peut-être, mais c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Ce qui veut dire que le drone n'est pas dans l'activité de transport, mais il est en train de doper l'activité de travail aérien. Donc en vérité, la problématique juridique n'est pas tant la problématique du drone, mais la problématique du travail aérien qui est en train de se développer, de se diversifier, parce qu'on a une nouvelle technologie qui s'appelle le drone. Et du point de vue des évolutions juridiques, je pense qu'au-delà de l'idée de penser au drone, il faut plutôt penser au fait que le drone crée de nouveaux usages de l'espace aérien, de nouveaux usages économiques de l'espace aérien, et donc de nouveaux marchés aériens. Et à partir de là, il faut réfléchir sur les règles optimales pour que ces marchés ne soient pas handicapés par des abus de règles. Donc on est sur une problématique, je le crois, de renouvellement, je parle trop fort. Non. Je sors de 3 heures d'amphi ce matin avec un micro qui ne marchait pas. Ça explique pourquoi je suis sur une tonalité excessive. 300 personnes sans micro, je vous assure qu'il faut amener la voix haute. Donc, le droit aérien, et c'est là où il est réveillé, en l'état où il est aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas prêt, sans transformation profonde, à accueillir le drone, because le travail aérien. Deuxième ambiguïté qui est réveillée par le drone, c'est qu'on découvre, alors pour l'instant ce ne sont que des prototypes, et ça nous renvoie à ce que vous avez dit, les vols suborbitaux, c'est-à-dire des vols qui sont à la fois aériens et spatiaux. Aujourd'hui, il semblerait que l'évolution technologique parvienne à nous amener à des objets, il n'y a que des prototypes,
qui soit capable, drone, d'être à la fois dans l'espace aérien et dans l'espace extra-aérien, donc dans l'espace tout court. Sauf que l'espace aérien est un espace hyper réglementé et que l'espace tout court, c'est un espace de non-réglementation. Et on sait que le critère de différenciation entre les deux, c'est l'objet. L'espace aérien, le critère, c'est qu'on a un aéronef, et le spatial, le critère, c'est qu'on n'a pas un aéronef. Alors cet objet, c'est quoi? Et je vais lui appliquer quoi? Eh bien, moi, ma réponse, c'est en fonction de l'usage que vous allez en faire, pour fréquenter ces deux espaces, je vais vous donner la réponse du droit que l'on va appliquer. Parce que ce sont des droits fonctionnels, les droits spatiaux, les droits spatials et aériens. Donc, je crois que, et je voulais vous le dire de manière introductive, ma sensibilité sur le sujet me fait dire que l'objet va bousculer les disciplines juridiques. Ça, c'est intéressant. Ensuite, si on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, l'Europe. Vous seriez déçus si je ne parlais pas un peu d'Europe. Forcément. L'Europe est là. Un drone de plus de 150 kg, c'est l'Agence européenne de sécurité aérienne qui prend en charge certification et tout le reste. Ce qui veut dire que moins de 150 kg, principe de subsidiarité, ou tout ce que vous voulez qui ressemble de près ou de loin au principe de subsidiarité, hop, on retombe dans le droit national. Est-ce pour autant uniquement du droit national? Je commence par l'Europe, vous verrez que je vais la quitter, mais que je vais la retrouver. Toujours l'Europe, et si le drone est un dirigeable? Parce qu'il y a des drones dirigeables. Eh bien oui, ça serait trop facile. Et je vous rappelle qu'à Royan, tous les 2 ans, il y a le campus des dirigeables, où j'ai toujours plaisir à me rendre, où je discute avec les innovateurs sur les dirigeables, des problèmes juridiques des dirigeables. Et on s'est posé la question, parce que l'avenir du dirigeable passe vraisemblablement par le drone. Sauf que la réglementation française, le dirigeable, elle ne veut pas en entendre parler. Et là, je reviens vers la case européenne. Sauf que je regarde l'Agence de sécurité aérienne. Qu'est-ce qu'elle dit sur les dirigeables? 0. Et quand l'Agence de sécurité aérienne européenne dit rien sur un objet aérien, elle dit « je renvoie à la législation nationale la plus pertinente ». Et vous savez quelle est la législation nationale la plus pertinente? C'est des dirigeables. C'est facile à trouver. C'est la législation allemande. Ce qui veut dire que si je fais voler un dirigeable en France, j'applique la législation allemande. C'est intéressant, c'est original. Là, on fait du droit comparé. Je crois que ça, c'est du comparatisme. Je le crois, sincèrement. Donc, vous voyez que ça nous fait faire du droit comparé aussi, les problèmes technologiques. Toujours l'innovation, notre sujet. Eurocontrol, vous connaissez Eurocontrol? C'est l'organisme européen qui est supposé coordonner les éléments de contrôle aérien dans les États. Alors, là aussi, Eurocontrol est en train de se poser la question. Les drones, espace ségrégué, on ne sait pas faire autrement. Pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Technologiquement, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Je parle sous votre contrôle, vous nous direz. Bon, mais Eurocontrol envisage l'hypothèse où il n'y aura pas d'espace ségrégué, parce que ça arrivera pour les drones. Et là, il faut inclure le drone dans la régulation du trafic aérien. Autre problème. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet, y a-t-il une réglementation des drones en France? Oui, je l'ai rencontrée. Oui, elle est récente. Oui, elle est épouvantable. Je vous renvoie au titre du Figaro, qui a commenté, le Figaro a commenté la réglementation française de 2012. Le titre est, je crois, assez édifiant. Objet volant strictement réglementé. C'est clair? C'est strictement réglementé. On a 2 arrêtés que je ne vais pas vous commenter, ils font des dizaines de pages. Il y a plus d'annexes que de corpus, ce qui est toujours mauvais signe quand un texte juridique a plus d'annexes que de corpus, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise. Allez voir dans les annexes, mais comme personne n'ira voir, au moins comme ça, l'affaire est réglée. Bon, donc on a aujourd'hui une réglementation française sur base d'arrêtés qui définit des catégories d'appareils, des scénarios de vol, des manuels d'utilisation particuliers, et il faut croiser les 3 pour faire voler un drone. Sachant que la réglementation française, là aussi je parle sous votre contrôle, en tout cas moi c'est ma compréhension, elle fait une opposition radicale entre le drone de loisir et le drone professionnel. Et elle n'envisage pas le drone qui est occasionnellement professionnel ou qui est semi-professionnel. À partir du moment où vous avez une activité professionnelle, vous changez de statut et vous changez de contrainte. Ça donne envie de faire occasionnellement une activité professionnelle avec le drone. Vous voyez venir. Donc, on a une réglementation parce que le drone n'est pas encore autonome, donc on a eu peur, donc on a réglementé, et comme on avait peur, on a sur-réglementé.
Au cas où, principe de précaution, il paraît qu'on en a parlé ce matin. Au cas où, on réglemente. Et on se rassure. On ouvre le parapluie juridique. Est-ce qu'on n'a pas trop ouvert le parapluie juridique? Parce qu'avec trop de réglementation, ça dégoûte les opérateurs de rentrer sur le marché des drones, parce qu'il y a trop de réglementation, trop de contraintes, c'est à coût, j'y vais pas, tout simplement. Ou alors, si j'y vais, je contourne les règles, et je suis hors la loi. Et si je suis hors la loi et qu'il y a un pépin, on est tous vraiment dans le beau drap. Alors, il y a des problèmes très concrets, parce que nous avons une réglementation naissante d'opérateurs qui ont envie de faire des choses, mais par des gens qui craignent les conséquences des choses qu'on va faire. Alors, on est un petit peu dans un sandwich, là, hein, le sandwich juridique du drone, pardonnez-moi l'expression, c'est plus tout à fait l'heure, mais quand même, je me permets de l'apprendre. Alors, moi, je m'interroge, si je devais défendre la cause de ceux qui veulent développer le marché du drone en France, qu'est-ce que je ferais? En bon européiste que je suis. Mais je dirais c'est très simple. Il y a 28 États dans l'Union européenne, il y en a 14 qui ont une réglementation sur les drones. La France fait partie des 14. Si je suis un opérateur allemand et que j'ai la réglementation allemande du drone, j'ai une réglementation plus souple que la réglementation française. Ce qui veut dire que si je veux commercialiser du drone en France, ou pire, ou mieux, si je veux faire du travail en France, parce que le travail aérien c'est un marché, eh bien je suis gêné parce que la réglementation française est plus contraignante que la réglementation allemande. Et là, qu'est-ce que je plaide? Je vais à la Commission européenne et je dis, écoutez, la réglementation française, c'est une frontière réglementaire à la libre prestation de services qu'est le travail aérien en Europe. Et donc, je dynamite la réglementation française. Moi, c'est comme ça que je ferai. Je pense qu'il y a du grain à moudre. Je ne veux pas être trop long, je parle sous l'autorité du président, qui me laisse 2 minutes. Alors, 2 minutes pour évoquer 3 points qui me paraissent tout à fait essentiels. Donc, je vais les évoquer à la vitesse du cheval au galop. 3 points, la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la protection de la vie privée. Tout ça en 2 minutes, c'est beaucoup. La responsabilité civile. Là, il faut regarder une disposition que personne ne connaît, mais qui est une disposition assez étonnante dans le droit français. C'est l'article L6131-2 du Code des transports, qui est une disposition qui remonte à 1923. 1923, c'est très important. Cette disposition, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit la responsabilité automatique de celui qui cause un dégât au sol. Responsabilité automatique. Seul le fait du tiers peut le soustraire à la réparation. Le drone est-il fiable? Est-ce que parfois un drone ne tombe pas? Et si un drone tombe sur quelqu'un, eh bien le mécanisme de responsabilité, je viens de vous le donner. C'est celui de 1923. Est-il adapté? Question. En 1923, c'était quoi les avions? C'était des objets qui incarnaient le risque, exactement comme le drone aujourd'hui, peut-être plus encore que le drone aujourd'hui. Donc cette disposition, on peut s'interroger sur sa pertinence et le bien fondé de son maintien. Responsabilité pénale, vous avez tous suivi l'actualité, ça s'est passé à Paris, ça s'est passé à Nancy, et ça s'est passé plus près de nous, à Anglet. Des petits malins ont fait voler des drones pour prendre des photos, pour filmer, au milieu de la foule, au milieu d'opérations de sauvetage sur l'affaire du Luno à Anglet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été poursuivis, responsabilité pénale, mise en danger de la vie d'autrui. Donc, il y a là un volet pénal qui s'ouvre pour le drone. Il est en voie d'ouverture parce qu'à ma connaissance, il y a eu une première condamnation à Paris en février 2014. Dernier point, dans la minute qui me reste. La surveillance. Ah, beau débat. Surveiller les mouvements de foule, surveiller les manifestations avec un drone, très bien. Activité de police, d'accord. Police nationale, bon, ok. Donc le drone est un aéronef d'État, je suis en dehors de la réglementation. Police municipale, ah, problème, c'est un aéronef civil. Alors je fais quoi? Je fais quoi? Parce que là, on est dans le droit de l'aviation civile. Donc si j'ai un pépin, sachant que vous le savez en droit administratif, mais reste de droit administratif, il y a une loi de 1957 qui dit que les pépins faits par les véhicules administratifs relèvent du juge judiciaire. Vous savez ça? Sauf que là, ce n'est pas un véhicule puisque ce n'est pas une opération de transport. Alors quel régime de responsabilité on va appliquer? Donc vous voyez, il y a des questions qui se posent, et puis il y a les surveillances autres. Vous savez qu'il y a une loi sur les vidéosurveillances, les caméras que vous voyez dans les villes, etc., avec des règles précises. Souriez, vous êtes surveillé, ça veut dire qu'on peut avertir celui qui va être surveillé. Seulement, quand vous avez un drone, comment voulez-vous l'avertir que vous allez le surveiller? C'est impossible. Ce qui veut dire que la loi sur la vidéosurveillance ne peut pas être appliquée aux activités de vidéosurveillance par drone. Ce qui veut dire que les chantiers juridiques, il y en a, et on est prêt à les ouvrir. Bien, merci Loïc.
J'ai un peu le sentiment d'être Alice au pays des merveilles. Moi, j'ai vu passer des drones sans pilote, mais du travail sans travailleurs. J'ai vu passer des drones français soumis à la loi allemande, y compris volant sur le sol français. S'ils sont dirigeables. C'est ça, je viens de voir passer un gros lapin rose et une girafe avec une queue de 30 mètres. Bien, écoutez, alors, le spécialiste des drones, Alors, que nous dit le spécialiste des drones? mais je trouve ça très intéressant, tout ce qui se dit, bien sûr. Par contre, je vais d'abord expliquer un peu ce que c'est que les transports intelligents et tous les systèmes autonomes. En fait, quand on parle de transport intelligent, ce sont des outils de transport qui vont véhiculer des gens ou des biens ou des objets ou de l'information. Et on dit intelligent parce qu'on augmente ces systèmes de différents types de capteurs, d'algorithmie, d'intelligence au sens non pas cognitif, mais on va y arriver bientôt. Et ça permet de préprogrammer ou de donner un certain nombre de lois pour que le système acquiert son autonomie et puisse interagir à minima avec son environnement et éviter pas mal de problèmes. Donc ça, c'est des systèmes autonomes. On parle de transport intelligent. Il y a, pour information, un salon qui va être réalisé à Bordeaux en 2015 qui s'appelle ITS 2015, Intelligent Transport Services. Et c'est basé sur cette problématique-là. Donc c'est quelque chose qui est très en pointe au niveau technologique. C'est forcément basé sur de l'innovation technique, mais aussi des usages, hein, on en parlait tout à l'heure. Et la partie autonomie n'empêche pas qu'il faille une surveillance humaine, donc capacité à tout moment de pouvoir interagir avec le système. Donc ça, c'est un peu pour fixer ce que c'est qu'un système autonome. Par contre, tout ce que vous avez dit est passionnant, mais moi je suis entrepreneur, je travaille dans l'innovation et j'ai une approche qui n'est pas la même. Je regarde un peu l'aspect business, création d'emplois, de valeur, création de travail. Et je constate qu'on stimule beaucoup les entreprises, notamment dans ces métiers-là, pour aller vers de l'innovation, vers de la création d'emplois. Et paradoxalement, on est complètement contraint par le réglementaire, qui a l'avantage, quand on regarde sur le plan national, d'empêcher un petit peu les gens de faire n'importe quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le bateau qui s'est échoué, c'est bien plus grave que ça. C'est que l'hélicoptère qui devait intervenir pour sauver les gens, enfin, faire quelque chose d'équivalent, a dû retarder son intervention de plusieurs heures parce qu'il y avait un drone sur place. Et le drone était hors réglementaire. Bon, après, il y a un système de coercition, hein, mais je trouve que le réglementaire en soi n'est pas suivi par la coercition. Donc, on n'incite pas les gens à rentrer un petit peu dans le moule. Et sur l'aspect business, on va dire, le réglementaire ne nous aide pas. Et on nous demande à nous, entreprises, de faire de l'innovation. Et le sentiment que j'ai, parce que je ne suis pas juriste, hein, je demande à être corrigé si je me trompe, mais le droit est assez ancien. Et je suis curieux de savoir s'il n'y a pas des possibilités de faire des passerelles avec les fédérations, avec les entreprises, avec les clusters, avec tout un tas de systèmes comme ça qui collectent l'information et les besoins et les usages des entreprises pour essayer de faire de l'innovation aussi dans les lois et permettre à ces lois d'être plus axées sur la sécurité que sur la limitation et le principe de précaution. Si on prend le cas des drones volants, on applique des réglementations qui sont les mêmes que celles des avions. Un drone volant n'est pas un avion, ne serait-ce que dans sa taille, sa masse et son autonomie. Donc on passe complètement à côté de l'aspect sécuritaire. Dans cet aspect réglementaire, il faudrait plutôt apprendre ou imposer la sécurité qu'un principe de précaution qui, en voulant éviter qu'il y ait des problèmes, on interdit quasiment tout. Et de fait, on arrive à une situation où les entreprises françaises, on est les plus mauvais en Europe dans le monde des drones.
on est les moins performants et on est ceux qui opèrent le moins leurs machines. Donc on a le moins de retour d'expérience sur ce qu'on est en train de faire avec nos systèmes autonomes, et donc on ne se donne pas les moyens de s'améliorer. Donc c'est un peu un cercle vicieux. On ne nous laisse pas fonctionner, le réglementaire est très dur, et si on ne fonctionne pas, on ne va pas pouvoir apprendre de nos erreurs. Donc il y a, je sais pas comment aborder ce sujet-là, mais comment ça peut être modifié, à quel niveau ça peut être fait. Nous, on a des espaces-temps dans le monde de l'industrie et de l'entreprise qui sont en mois et en années. Les décisions que je vois au niveau législation, je ne sais pas si ça peut aller vite. Et comment ça peut être modifié, comment ça peut changer pour permettre aux entreprises de créer encore plus de valeur et d'emploi, et que l'innovation en France soit forte. Qu'on se retrouve pas comme aujourd'hui. Dans le domaine du drone, on est vraiment très en retard par rapport aux pays européens. Pourtant, au niveau financier, la France cotise au même titre que les autres pays. Hein, donc, il y a un fonds européen qui récupère tout cet argent et qui le distribue à la demande. Et les Français vont consommer dans ce fonds européen entre 5 et 5,5%. Et ça alimente l'emploi, les entreprises, ça alimente l'innovation. Alors que, par exemple, en Allemagne, ils sont à plus de 20% de ce fonds-là. Donc, il y a en réaction à ce réglementaire qui est fort et contraignant, on perd de la qualité, on perd de l'emploi et on perd de la valeur. Alors, je ne sais pas, vous qui êtes juriste, peut-être vous pouvez m'éclairer là-dessus. Alors, les juristes sont des artisans, hein, ils fabriquent des outils oui, mais pour faire des choses qu'on leur demande de faire. Donc la question est, à mon sens, une question de communication des besoins par rapport aussi au pouvoir réglementaire, non, mais je crois donc que d'organisation professionnelle aussi. Ouais. Je crois que vous rejoignez ce que j'ai dit. Oui, on converge complètement. Moi, je pense que la réglementation française est excessive, et je pense que, je redis ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'elle est donc une frontière réglementaire au fait que des opérateurs européens souhaiteraient développer des activités de travail aérien par les drones en France. Et donc, moi, je serai à leur place, je saisirai les autorités compétentes en disant « la législation française, eu égard à l'objectif recherché, est excessive, j'en veux pour preuve, il y a des réglementations équivalentes qui sécurisent aussi bien les choses en Europe, et il faudrait peut-être s'en inspirer pour assouplir la contrainte réglementaire. » Voilà, la piste, je la vois par là. Alors, il y a des mouvements. Justement, en venant dans le tram, je suis tombé sur un article qui disait qu'aujourd'hui même, la Commission européenne vient de fixer des nouvelles normes strictes pour réglementer les activités des drones. Et ça me paraît dans le bon sens, alors. Je sais pas, je demande à voir, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un bon coup, comme on dit au golf. Mais il va falloir qu'on se pose certaines questions, quand même. Et ça, les nouvelles normes vont porter sur la sécurité, donc la sûreté. La nuance, vous l'avez faite tout à l'heure, hein, sécurité, c'est les personnes, sûreté, c'est sûreté nationale, ça va être autre chose. Sur le respect de la vie privée, la protection des données, et ensuite assurance et responsabilité des gens. Donc vous êtes en plein dans ce sujet-là. Maintenant, à quel endroit ça peut se décider, ça peut interopérer? Comment est-ce que les entreprises, par exemple, je suis président du cluster Aquitaine Robotics, donc ça fédère un petit peu tous les métiers autour des automates, de l'automation, de la robotique et de l'autonomie. On est en train, dans ces projets-là, dans tous les projets industriels qu'on développe en ce moment, d'intégrer des notions de sciences humaines et sociales, de cognitique, pour rendre les objets le plus collaboratifs et le plus communicants possible avec l'humain. Donc ça veut dire que de plus en plus, les systèmes autonomes ne vont pas se substituer à l'humain, ils vont venir en collaboration et augmenter les capacités de l'humain ou lui enlever les choses, enfin les aspects contraignants, dangereux, etc. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc on parle de choses extrêmement modernes avec de la psychologie, de l'ergonomie, du design.
Et j'ai du mal à phaser ça avec le réglementaire ou essayer de voir comment le réglementaire pourrait s'impliquer de manière un petit peu très active dans ces sujets-là, en fait. Alors peut-être un élément de réponse. En matière de drone, je ne sais pas, mais enfin, une des tendances assez générales en matière de technologie d'information de la communication, c'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire laisser, ou du moins le travail, d'intégrer un certain nombre de valeurs qui sont portées par ailleurs dans la législation, dans la technologie. Donc, je pense qu'une collaboration avec des juristes en amont du développement technologique serait tout à fait commune. Mais on pourra se voir en dehors de... Parce que le cluster fonctionne sur... Enfin, peu importe. L'idée, c'est de créer un back-office très différent, avec de multiples idées différentes, qui va venir se mettre au service des entrepreneurs et des projets surtout. Et dans ce back-office, il y a des aspects financiers, il y a des aspects technologiques, des aspects management. Et ça serait intéressant d'y rajouter un aspect juridique, légal, etc., qui pourrait augmenter. Justement, ça serait pertinent, ça pourrait créer un précédent et puis ça pourrait se propager. Alors, il me semble qu'il y a aussi quand même quelque chose d'important dans votre domaine, ce sont les assureurs. Je crois que c'est les premiers concernés quand même. Oui. Donc, l'assurance, c'est le cœur de toute activité à risque. Et je crois que là, réfléchir à effectivement des contrats d'assurance, voir quel type de responsabilité pour engager ou pas. Alors les assurances simplifiées. L'assureur, me semble-t-il, est un interlocuteur absolument impératif et qui doit être au centre du débat juridique. Parce que Là, on a la chance d'avoir des assureurs qui commencent à s'intéresser et s'impliquer, et y compris, on a des assureurs qui prennent des risques, qui assurent des drones et qui assurent des prestations faites par des drones. Une des raisons, c'est très certainement que on arrive à des niveaux de technologie et des niveaux d'interopérabilité entre les différentes technologies qui permettent de garantir de la sécurité. Aujourd'hui, dans l'autonomie, il y a aussi la capacité à gérer une défaillance. C'est quasiment, on commence par ça en fait. Oui, mais Juste peut-être une dernière remarque, ou une dernière question sur la question, puisqu'on va je peux rebondir sur tourner le l'assurance. tableau. Vas-y, rebondis. Je connais rien en assurance. C'est toi qui connais, moi je connais rien. Mais à mon avis, le risque n'est pas inhérent à l'objet drone. Le risque est inhérent à l'activité que va développer le drone. Je pense que la couverture ne sera pas la même selon que vous ayez un drone qui va traiter du frelon asiatique au sommet d'un toit ou d'un immeuble, ou qu'un drone qui prend des photos de paysages. Donc, ce n'est pas inhérent à l'objet de mon point de vue, c'est C'est un plutôt risque de l'activité. inhérent à l'activité. En tout cas, l'idée, c'est quand même aussi effectivement que le droit participe d'un effort d'anticipation des risques, en tout cas des risques juridiques. Le problème de l'assurance, c'est que pour bien assurer un risque, il faut le connaître. Et précisément, le propre de l'innovation, c'est qu'elle place le droit face à l'incertitude. Et donc, l'assureur sait gérer l'incertitude, mais il la gère comme on peut prendre effectivement un marteau pour écraser une mouche. C'est-à-dire que dans le doute, il va couvrir largement les risques, et donc forcément, ça va peser ensuite en termes de coûts sur l'activité économique. Bien, je vous remercie tous les trois. Pardon de vous avoir un peu bousculé, mais effectivement, les tables rondes doivent s'enchaîner. Merci, chers collègues, d'être venus de Lyon pour nous parler aussi rapidement peut-être de l'espace. Et merci pour les explications sur les drones. Merci à vous. Merci Loïc pour le transport sans transporteur physique, mais transportant des activités. Merci Loïc.